Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass. Chaque semaine, je reçois un militant qui change le monde, écolo, féministe ou autre, pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Alice Coffin pour parler du génie lesbien. Bonjour Alice. Bonjour. On va parler de lesbianisme, de coming out et de porno, mais aussi de PMA, de tabou et évidemment de féminisme. Alors Alice, je te présente en 10 secondes. Tu es journaliste, militante lesbienne d'un côté avec l'association des journalistes LGBT et militante féministe avec le collectif La Barbe. Et tu viens de publier ce livre qui dérange beaucoup, Le génie lesbien, dont on va parler. D'ailleurs, comme d'hab, pour gagner le livre d'Alice, dis-nous un truc que tu retiens de cette interview en commentaire YouTube ou si tu écoutes en podcast, en partageant cet épisode sur Instagram en nous taguant @pierre.chevel et @alice.coffin. Ok, c'est parti. Pour commencer, je voulais simplement parler avec toi du mot lesbienne, parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise peu, qui dérange souvent et qui amène beaucoup de questions. Et par exemple, j'ai découvert en lisant ton bouquin que jusqu'à récemment, si une ado se demandait quelle était son orientation sexuelle et qu'elle cherchait des informations sur le mot lesbienne sur Google, les premiers résultats, c'était tous du porno. Dans certains pays, on est arrivé à faire changer un peu les algorithmes, parce que c'est tout simplement aussi une question d'algorithme, mais qui reflète quelque chose évidemment de plus politique, parce que c'est vrai que c'est quand même très, très, très éloquent que tu tapes lesbienne sur Google, sur quoi tu tombes? Sur des images destinées en fait à des hommes hétéros et pas du tout aux lesbiennes, et qui renvoient le mot lesbienne uniquement à un contenu porno. Donc effectivement, il y a un truc très problématique pour savoir qui on est. Je pense que moi c'est un peu ce que je raconte dans le génie lesbien, c'est-à-dire que le principal, un des gros obstacles auxquels j'ai fait face, c'est que je savais même pas que ce mot-là, il existait, ou qu'il y avait une possibilité de vie lesbienne, d'être amoureuse d'une autre femme, que ça pouvait être un vrai truc dans la vie, qu'il n'y avait pas de souci. Si tu sais même pas que ça existe, comment tu peux t'identifier comme tel, quoi? Exactement, on peut être que ce qu'on voit, en fait, déjà. Donc, moi, je vois avec mes groupes militants, en fait, même quand on envoie des newsletters, ou si on a le mot lesbienne, en fait, en titre, le truc va en spam directement sur Gmail. Donc, c'est vraiment dans l'imaginaire la façon dont c'est construit, et c'est assez rare, en fait, un mot, une identité qui soit à ce point-là, c'est vraiment usurpé, quoi, parce que ça veut dire ça, on voit bien, quoi, sur Google, c'est-à-dire que le mot lesbienne, qui à l'origine c'est destiné vraiment aux femmes, des femmes avec des femmes, là c'est pour des mecs hétéros et tout ça. Donc on voit à quel point l'identité a été volée, et je pense que c'est vraiment l'histoire d'une invisibilisation aussi. Et le génie lesbien, c'est exactement le contraire, c'est la volonté de rendre visible tout ce qui est tout un pan de l'histoire des lesbiennes, justement, de rendre visibles leurs actions dans la société, et puis d'expliquer que non, en fait, lesbienne n'égale pas ce que veut bien en montrer objet de désir pour les hommes. Voilà, exactement. Et puis même si c'était pour les femmes, c'est pas que une question de c'est pas une sexualité, question de sexualité, en fait. voilà, mais exactement. T'as toute une histoire, on en parlera après, mais tout un militantisme historique moi, que je connaissais pas du tout, effectivement, que j'ai découvert grâce à ton bouquin. Enfin, tout un champ de pensée et même artistique qui est bien plus large que juste ton orientation sexuelle. Voilà. Je voudrais commencer dans le vif du sujet avec la PMA. C'est une loi que les gouvernements reportent depuis 8 ans, je crois, en France, et qui fait que il y a des milliers de femmes lesbiennes comme toi qui peuvent toujours pas avoir d'enfants par PMA, quoi. Oui, moi je suis un bon exemple, c'est-à-dire que la première fois qu'on nous a parlé sérieusement, parce que ça fait des années qu'on aurait pu penser dans d'autres pays, c'est voté depuis des décennies, cette chose-là. Ouais. Mais la première fois en France qu'on en a entendu parler, c'était en 2012, où il y a eu une promesse de campagne. En fait, ça a été annoncé dans la campagne de François Hollande à l'époque. Moi, j'avais 36 ans et maintenant j'en ai 43. Et il y a évidemment des milliers de femmes comme moi qui sont dans cette situation-là, qui auraient pu bénéficier de l'extension de la PMA à d'autres personnes que des femmes en couple hétérosexuel, mais non. Ça nous raconte comment, en fait, il y a une partie de la population, donc là, en l'occurrence, pour la PMA, les lesbiennes, dont on peut faire fi des vies, en fait, dont les vies comptent pas tellement la réalité, parce que la réalité d'une vie de lesbienne, de femme, c'est aussi évidemment qu'il y a une question de temps biologique aussi, de temps humain, individuel, et que 8 ans après, 8 ans, c'est énorme à l'échelle d'une vie. Et ça, l'État, en fait, il l'écrase. C'était une décision qui n'était pas si compliquée à prendre. Le gouvernement socialiste avait la majorité, Hollande avait la majorité partout. C'est pour ça que la PMA est vraiment intéressante à raconter, parce que là non plus, il n'y a pas tant d'occurrences de ça. C'est vraiment des premiers ministres qui se sont engagés. C'est vraiment
un mensonge perpétuel, mais qui nous renseigne, qui n'a rien d'anodin sur le fait qu'on mente aussi à des minorités qui sont mal représentées, qui Mmh. sont peu présentes dans les médias, qui sont peu présentes en politique, donc dont la parole ne peut pas être vraiment défendue. Et on en arrive à cette situation qui est quand même catastrophique et humainement mais extrêmement triste pour beaucoup de femmes. Bah ouais, parce que ça veut dire que, je sais pas, si t'es il y a 8 ans, bah, tu te dis, bah, plutôt que d'aller peut-être en Espagne ou en Belgique où c'est légal, bah, tu te dis: «Ah bah, c'est bon, d'ici 2-3 ans, ça devrait aller, j'aurai Bien pas besoin sûr, de débourser des, bien dizaines de sûr. milliers d'euros parce qu'en plus ça coûte Et un bras certaines ne peuvent pas le faire, oui, bien sûr. et ton projet de vie, il tombe à l'eau parce qu'on t'a menti, quoi». Bah, bien sûr. Ça nous raconte comme, nos vies ne valent pas toutes, la le même poids, pour, Ouais, des gouvernements, et ça nous raconte aussi la façon dont on peut, essayer de lutter, contre ça, parce que et ça a permis aussi, je pense, de renforcer, le militantisme, lesbien, donc tant mieux au moins de ce mmh, côté-là. ouais. Justement, tu l'évoquais en 2018, tu t'es invité à l'Élysée avec plein d'associations lesbiennes pour discuter de la PMA pour toutes, avec Macron. Toi, ce jour-là, tu te clashes un peu avec Macron et tu lui reproches ses mensonges. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote? J'y vais parce qu'on est fin novembre, 2018 et qu'une réunion est organisée, notamment, c'est un des gros sujets au menu, sur la question de la PMA. Mais il y a aucune association représentant les lesbiennes qui sont conviées, alors que même le sujet les occupe directement. Donc déjà, Ouais. premier signe, moi j'apprends ça et je dis, bah, j'en fais part en fait sur les réseaux sociaux en disant: «Mais comment ça se fait quoi? Encore une fois, Vous êtes à côté de voilà, la plaque. voilà, vous avez» bon. Et du coup, après quelques tractations, on est conviés, nous on y va en disant attention là, on est en 2018, donc ça fait déjà 6 ans qu'ils nous baladent et tout ça, en disant là, on ne peut pas ne pas exiger des réponses extrêmement claires. On est Ouais, déjà 1 an et demi après l'élection d'Emmanuel Macron qui a dit ça va se faire la PMA, on n'a toujours rien. Et les autres assos LGBT, c'est vrai, ne sont pas sur la même ligne que nous, disent oui, mais il faut respecter l'institution, oui, mais il faut respecter le président, il ne faut pas se fâcher, da, da, da. Bon, des choses auxquelles moi je ne crois pas du tout. Je pense que bien sûr qu'il faut établir un rapport de force qui n'empêche pas mmh, d'être courtoise en rendez-vous, mais de poser les choses en disant là, vous nous mentez. La réunion arrive et il nous balade. Je demande une fois, 2 fois, j'avais compté 3 fois, en disant: «Bon, est-ce que maintenant là, on peut, commencer à avoir une réponse? C'est quoi le calendrier de la PMA? On veut juste une, réponse, ça fait» et il ne répond pas en fait, ou il répond, en tergiversant, il y a pas vraiment de date. Donc à un moment, je hausse un peu le ton, mais franchement, je reste quand même, correcte évidemment. Mais vraiment, je dis: «C'est des bobards, vous nous racontez vraiment des bobards. Moi, je ne vous crois pas, en fait, je ne vous crois pas». Et là, il me dit, Emmanuel Macron, il me dit: «Vous ne respectez pas», il me dit ça comme ça: Il faut respecter vous ne respectez pas le cadre de la République». Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller chercher la République pour, écraser un peu plus la parole, de quelqu'un? C'est quand bah, même, c'est un mot fourre-tout qui permet de voilà. se défendre facilement, quoi. Exactement. Ouais, c'est l'argument d'autorité, exactement. Et donc moi, c'est ce que je lui réponds. Je lui dis: «Mais comment ça, je respecte pas la République?» Mais et je le pointe pour qu'il comprenne que tout président qu'il est, il n'est pas juste un représentant, du pouvoir. Il est aussi, il faut qu'il comprenne, un homme, blanc, cis, Emmanuel Macron, qui bénéficie de certains droits. On n'est pas sur un pied d'égalité, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas sur un pied d'égalité, c'est plutôt son écrasement à lui et pas le mien. C'est pas de moi que vient le manque de respect, de Mmh, la République. Donc je lui dis: «Écoutez, vous êtes un citoyen hétérosexuel, moi je suis lesbienne en tant que telle. C'est la République justement qui ne me respecte pas là». Parce qu'un régime républicain qui vraiment, enfin la PMA, c'est ça qui est intéressant parce que c'est chimiquement pur, qui ne donne pas les mêmes droits, qui ne donne pas les mêmes droits à toutes ces citoyennes. Il est où le manque de respect? Et on finit par quitter la pièce parce qu'en fait, il n'y a pas de discussion possible. Et on sait que la façon dont les journalistes vont raconter l'information, c'est très important. C'est un enjeu fondamental pour les politiques. C'est-à-dire qu'ils ouais. jouent vraiment beaucoup autour de ça. Et donc, avec cette réunion-là, après ça, il y a effectivement des journaux ont titré Les lesbiennes claquent la porte de l'Élysée, les deux associations lesbiennes s'en vont. Et c'est ça, c'était très important que ça soit ça qui soit retenu et pas ce qu'aurait souhaité ou le récit qu'ont présenté d'autres associations LGBT en disant, en gros, très bonne écoute du président, ça s'est très bien passé. Et non, mais vraiment, Bah, elles ouais. ont déjà, elles ont vraiment dit ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est catastrophique. Hélas, la suite nous a complètement donné raison. C'est-à-dire que ces engagements, enfin, on en est toujours là en 2021. Tu parlais justement et c'est vrai que moi, j'avais jamais conscientisé qu'en tant qu'hétéro, bah, ouais, j'ai plus droit qu'une personne, homosexuelle ou lesbienne. Est-ce qu'il y a d'autres domaines que la PMA où pour toi, c'est évident qu'un hétéro a plus de droits? En France, ça raconte quelque chose, la PMA, parce que dans d'autres pays, en fait, ça a Ouais. été même voté avant le mariage.
Mais les militantes, ils comprennent même pas. Ils font, mais comment Ah ça, ouais? vous avez voté le mariage, vous n'avez pas la PMA? C'est un cas unique. Et c'est pour ça que ça nous raconte, en fait, l'obsession, je pense, le sexisme, en fait, de la classe politique française, des classes dirigeantes françaises, de la société française de manière générale. Parce que pour que ça soit la PMA pour les lesbiennes qui leur pose autant de problèmes, c'est bien qu'on a un attachement terrible en gros, à la figure du père, à la figure du papa, que Oui, c'est parce qu'il pas y a d'autres concevable. problèmes plus importants à gérer. Mais ouais, Absolument. c'est vrai que du coup, du coup, on parle de lesbophobie. T'as le combo, effectivement, homophobie plus Plus sexisme, quoi. sexisme, absolument. Et puis après, bah, après il y a toute la pratique, hein. C'est-à-dire que, au-delà du droit, bah, dans la pratique, être hétéro est encore un immense privilège, ouais. Je me rappelle pendant la loi du mariage pour tous, donc il y a longtemps, en 2012, moi je sortais avec une militante PS à l'époque et bah, forcément elle voulait que je prenne position alors que bah, moi j'avais pas d'avis, j'avais pas du tout de conscience politique à l'époque et j'étais complètement ignorant du sujet. Et ça me choque aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais vraiment du mal à comprendre pourquoi c'était aussi important. Et j'ai compris bah, tout simplement, juste en me mettant à la place d'une personne homosexuelle, à me dire, mais attends, imagine si on t'empêchait de te marier avec la personne que t'aimes, quoi, et qui est un adulte majeur responsable, etc., et de fonder une famille avec la personne que t'aimes. Et c'est que bah, là, cette semaine, en préparant cette interview, en fait, que j'ai compris pourquoi à l'époque je comprenais pas. Mmh. Parce qu'effectivement, on baigne dans une société hétéronormée. Est-ce que pour toutes les personnes qui nous écoutent, selon toi, comment est-ce qu'on peut observer autour de nous qu'on est dans une société hétéronormée? Est-ce que c'est, j'en sais rien, parce que toutes les pubs jouent sur les affects d'un homme par rapport à une femme sur des couples? Est-ce que c'est parce que au cinéma ou dans les séries, ben, on voit une écrasante majorité de couples hétérosexuels ou en tout cas beaucoup moins de couples homosexuels que ce qui représente vraiment dans la population? Est-ce que toi, tu as des exemples comme ça qui Ouais, permettent sans d'ouvrir les yeux? arrêt. En fait, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que c'est ça, une des complications, c'est de le rendre visible parce que c'est tellement inscrit dans chacun, des Ouais. petits, rouages de Je sais pas, fonctionnement de même la dans les contes pour société. enfants, par exemple, ou je sais pas. Exactement, qu'on baigne dedans. Bah, alors parlons des enfants, c'est-à-dire ça commence dès le début. Si un petit garçon rentre de l'école, de maternelle, tout ça, on va lui dire: «Alors, tu as une amoureuse?» et tout ça. Donc tout de suite, Mmh. on va, La ou une petite princesse et le fille, on va lui demander: «Est-ce chevalier. que tu as un amoureux?» «Ah, ils sont, on va plaquer, en fait, on plaque un logiciel hétérosexuel. Ça fait bizarre de le dire comme ça, mais c'est vrai. Sur les enfants, les pauvres, dès le Ouais. petit. C'est-à-dire que on a un regard. S'ils voient un petit garçon et une petite fille en train d'être tout sympa et tout ça, immédiatement c'est oh là là, ils sont amoureux. Alors que très souvent, vous allez en plus plutôt avoir ça aussi, de petits garçons qui vont jouer ensemble ou de petites filles qui vont être super Bah ensemble. oui. Personne, ça ne va surgir dans la tête de personne de dire ah tiens, ils ont des sentiments amoureux pour un rapport qui va être à peu près le même. On voit la même scénette. Un petit garçon de 3 ans, une petite fille de 3 ans, deux petits garçons de 3 ans ou deux petites filles de 3 ans, on n'applique pas la même réalité. Donc on les formate complètement là-dessus. Enfin, c'est si jeune et tout ça, de dire ça, c'est évidemment mettre tout le réel dans un moule en fait hétérosexuel. Et évidemment, après, bah, ça aboutit à ce que les esprits soient très prêts à ne voir plus que ça. C'est-à-dire, c'est aussi dans des choses un peu plus subtiles que ça. C'est dans des choses aussi d'acceptation, par exemple, par l'entourage ou par la société, de valorisation du couple. Moi, j'étais à des moments en OK. couple avec des garçons. Et alors, quand j'étais en couple avec des garçons, il y a un espèce de truc du jeune couple hétéro. C'est vraiment vécu comme on arrivait à un Graal, quoi. On se sent immédiatement validé. C'est-à-dire, si j'entrais au resto, ailleurs, en famille, tout ça, c'est ah, tout le monde s'attendrit et tout ça. On est arrivé quelque part où la société veut qu'on soit et il y a une valorisation très grande. On n'a pas. Si j'arrive n'importe où avec une femme, je sais déjà le départ, c'est déjà une lutte, c'est-à-dire et ça va pas du tout être ah c'est formidable, ah c'est validé, une projection, ça va être au contraire des interrogations, un manque de compréhension au départ parce qu'ils vont pas comprendre forcément qu'on est en couple. Après ils vont comprendre, mais des Il y avoir des réactions. insultes, Faut... des Ah agressions dans c'est la pas rue. forcément des insultes, c'est mais oui, ben, c'est Oui, ou pareil, juste des ça regards de peut arriver, travers et en tout cas rien n'est acquis. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une perpétuelle lutte et il mmh. va falloir expliquer, il va falloir être sur ses gardes, etc. Sauf évidemment en milieu justement lesbien, hein, où là ça peut être Ouais. valorisé et tout ça. Heureusement qu'il y a aussi ces pentes de vie-là. Mais Et encore, c'est... on est en France, quoi. Enfin, à Et alors l'étranger, voilà, c'est ce que j'allais tu dire. peux mourir pour ça. Exactement, bien entendu, bien Enfin, être entendu. tué plus exactement, ouais. Oui. Justement, tu as parlé du fait que tu es journaliste et je trouve ça trop intéressant le passage que tu racontes où tu as été journaliste chez 20 minutes pendant des années et tu racontes que quand tu voulais écrire des articles sur le féminisme ou sur, le lesbianisme, bah, ça passait pas, notamment parce que, je mets des guillemets, «Tu es lesbienne donc bah, tu peux pas être objectif, quoi».
Sauf que un homme hétéro non plus, enfin, il n'est pas neutre non plus, il est juste privilégié. Et je trouve ça hyper intéressant quand tu dis que la neutralité, dont en plus se défendent les médias, c'est juste un mensonge pour décider qui a le droit de parler ou pas, quoi. Ouais, bah, tu l'as exactement bien synthétisé. C'est-à-dire que c'est marrant parce que bon, les hommes hétéros, en fait, ça se pose pas. Ils sont neutres. C'est des humains neutres. Eux, je sais pas, ça ne se pose jamais le fait qu'ils puissent être biaisés, que Biaisé, leurs ouais. conditions, tout ça. Non. Et en plus, ils connaissent vachement moins bien le sujet, quoi. Et bien sûr, ils connaissent vachement bien le sujet. Et moi, c'est vrai qu'on m'interdisait de traiter de sujets, ils appelaient ça. Tu ne dois pas parler de sujets qui ont trait à l'homosexualité ou parce que j'étais lesbienne donc, ou au féminisme aussi vraiment. Moi, ça, j'allais pas être capable de faire du bon boulot de Mm. journaliste, alors que d'autres, on ne remet bien sûr jamais en cause leur vécu parce que comme je ne suis pas dans la norme qui a été érigée, mon parcours de vie, il est perçu par des instances d'une rédaction, par des journalistes, par une direction de rédaction, comme quelque chose à part, qui nécessairement, puisque ça n'est pas dans la norme, j'ai développé une autre pensée, donc on est loin de la neutralité, mais parce que c'est en fonction de la norme. Alors qu'un mec Ouais. hétéro, évidemment, il est dans la norme, donc lui, peu importe son parcours de vie, ça va. Et ce qui est intéressant, c'est comment on a construit une norme. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à penser qu'effectivement, disons, pour faire très court, mais les hommes hétéros, blancs, et eux étaient la norme. Et si on regarde qui occupe les postes de pouvoir en France, qui a accès à cette parole automatiquement officielle, le parangon, c'est effectivement, on en revient toujours là, la présidence de la République. La Ouais. présidence de la République, elle a toujours été occupée par un homme hétéro, blanc. Donc ça revient à se confondre en fait avec cette fonction-là, alors qu'évidemment celle d'une femme Mm. lesbienne va être biaisée et donc non neutre. Donc pour résumer la formule, on dit souvent à l'association des journalistes LGBT chez Darty que la neutralité, c'est la subjectivité des dominants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout autant une subjectivité, mais comme c'est une subjectivité de personnes au pouvoir, c'est vu comme neutre. Ouais. Et ça a l'air de rien, mais s'il n'y avait pas cette pseudo-neutralité journalistique, oui, tu dis, on pourrait avoir sur un plateau télé une femme lesbienne comme toi qui disent, en fait, je peux pas avoir d'enfant, ou j'ai loupé ma fenêtre Voilà. je sais pas comment on dit, de fertilité, Ouais. à cause des politiques qui bafouent nos droits depuis des années, quoi. Absolument. C'est-à-dire que tout ça a une conséquence très forte sur la façon dont on peut se tenir un débat public. J'ai vu que, je vais enchaîner sur tu parles des coming out et les rôles modèles. J'ai vu qu'en Allemagne, il va y avoir le premier bachelor avec que des femmes Je lesbiennes, du coup, sais, j'ai tellement envie de le voir. qui cherchent l'amour. Non, mais ça, c'est pareil. C'est-à-dire que ça, c'est autre chose. Sur les représentations, quand on parlait tout à l'heure de différences hétéro-homo, mais le rêve, moi, j'aurais rêvé d'avoir des milliers de films, d'émissions à disposition qui racontent aussi ma vie, mes espoirs, mes relations amoureuses, mes crushs et tout ça. Mais non, Mm. c'est même tellement fixé sur la fille qui rencontre le garçon ou le garçon qui rencontre la fille. Donc, pas du tout adapté à moi. Et la chance que les hétéros ont d'avoir toutes ces histoires d'amour, moi Ouais. je suis assez fleur bleue, toutes ces choses comme ça à disposition sur lesquelles ils peuvent se projeter. Et moi, non, on nous dénie ça. Donc, c'est dire, en fait, on appauvrit, c'est une volonté aussi d'avoir moins de richesse dans cette vie de l'imaginaire et tout ça, et on appauvrit complètement ça. Donc, je suis très heureuse que Ouais. ça change un peu. Mais est-ce que ça reste anecdotique, ou pour toi, C'est ça peut important. avoir un gros impact sur les mentalités? Non, moi je pense que c'est très important et d'ailleurs c'est pas du Ouais. tout anodin. Enfin, d'une part c'est important, d'autre part c'est il faut se servir de ce qu'on a à disposition et pas trop faire la fine bouche. Alors il se trouve que bon là c'est les bachelors, mais il se trouve que par exemple en France, l'espace dans lequel on a eu le plus de coming out ou de personnalités publiques qui assumaient le fait de dire qu'elles Ouais. étaient gays ou lesbiennes, c'est d'abord la télé-réalité. C'est-à-dire Ouais. que ça a Oui, c'est dans explosé L'amour est dans grâce le à ça. pré, je crois, par exemple. Et ouais, il y a eu et puis il y a eu dans Thomas qui a gagné Love Story 2 était gay tout à fait ouvertement. Il y a eu des OK. candidats gays et lesbiennes dans Star Academy aussi, puis trans dans Secret Story. C'est pas anodin que finalement ces personnes-là soient peut-être un peu plus courageuses aussi que certains membres de justement qui sont Mmh. beaucoup plus célèbres, chanteurs, chanteuses, politiques, artistes qui eux se planquent un peu plus. En France, quand quelqu'un fait son coming out, ça choque parfois les gens qui disent mais on s'en fout, c'est sa vie privée. Mais justement, tu le dis que toi, par exemple, tu as perdu 10 ans de vie lesbienne parce que il y avait zéro exemple autour de toi. Tu pouvais même pas verbaliser que tu étais lesbienne parce que tu savais même pas que ça existait, quoi. Oui, Donc, c'est c'est tout à fait éminemment ça. politique.
c'est éminemment politique et puis c'est encore une fois toujours la même chose, c'est-à-dire quelle grille de lecture on applique. Pourquoi est-ce que pour certains c'est comme si faire son coming out ou quand on est lesbienne, gay, c'est étaler sa vie privée? Pourquoi les journaux considèrent Oui, par exemple qu'il faut mais pas pas pour et un tout? hétéro, quoi. Et bah, alors que bah, c'est encore une fois, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que l'hétérosexualité devient invisible tellement elle est l'espèce de bain dans lequel on est censé tous nager. Donc du coup, Ouais. c'est vraiment les hétéros passent leur temps à faire des espèces de coming out sur leur vie privée, c'est-à-dire, enfin, c'est pas le mot du coup, mais à étaler leur vie privée en une des journaux, à placer dans la moindre conversation au bout de 3 minutes, si c'est une fille, mon copain, machin. Donc tout le temps, tout le temps, tout le temps, on se rend pas compte qu'ils affichent l'hétérosexualité. Ils le disent, ils font une déclaration d'hétérosexualité en continu. Les déclarations Ouais. d'hétérosexualité surgissent, sauf qu'on ne les prend pas comme telles. Et tu écrit avec beaucoup de justesse. Je trouve que la familiarité engendre l'acceptation. Donc Ouais. effectivement, s'il y avait plein de célébrités ouvertement homo ou lesbiennes, bah, il n'y aurait pas un quart des ados LGBT qui font une tentative de suicide. On reporterait pas la PMA pour tout depuis des années avec les détresses que ça peut créer. Et il n'y aurait pas autant d'homophobie, quoi. Est-ce que la clé, c'est de rendre l'homosexualité banale? Non, mais absolument, parce qu'on peut. C'est important. Là, c'est très intéressant d'en discuter sur ce que ça nous raconte sur les structures, les mécanismes de la société. Mais après, il y a par ailleurs des conséquences directes, gravissimes. Et évidemment que ça a à voir le taux de suicide des ados LGBT avec tout ça. Bien sûr que ça a à voir. Bien sûr qu'il y a un lien. Quand je dis familiarité, oui, c'est très important d'offrir des images. C'est-à-dire que les médias, ils ont normalement la capacité d'élargir un imaginaire, un monde que les gens n'ont pas, et d'élargir les périmètres. Donc, Mm. il y a des personnes qui peuvent ne pas connaître du tout de personnes trans, par exemple, dans leur environnement. Et ben, on leur c'est la possibilité pour elles. Donc, le rôle est majeur. C'est-à-dire que s'ils le font mal ou s'ils le font de manière Plein de complètement. clichés. Voilà, exactement. Bah, ça va avoir une conséquence immense sur les projections des gens. Les médias ont ce rôle-là. Alors après, sur le côté banal, moi j'ai sur un truc, c'est-à-dire que je pense que par exemple être lesbienne, ça sera jamais banal. C'est-à-dire que c'est dans la définition même d'être, et c'est pour ça que pour moi c'est d'abord une identité politique. Ouais. À la limite, j'allais dire, le jour où ça sera banal, c'est qu'on aura surmonté les catégories d'hétérosexualité et d'homosexualité, qui sont juste, enfin, vraiment des catégories créées aussi. Ça voudra dire que ça n'est plus vécu comme un acte de défi envers la société, de dire, Mm. moi je vais me passer du regard des hommes, moi je vais vivre avec une femme. Et ça veut Oui, dire, peut-être donc, plus accepté que voilà, banal. ça veut dire qu'on aura aboli le patriarcat, donc on n'y est pas. Donc voilà. Pendant les débats du mariage pour tous, tu as milité pour que bah, les célébrités sortent du placard. Alors, et souvent d'ailleurs, enfin, c'est très bien, enfin, surtout dans les milieux militants, j'imagine, qui est homo ou lesbienne. Mais justement, toi, tu as milité pour qu'ils fassent leur coming out pour contrer la montée de l'homophobie et de la haine. Est-ce que tu peux nous raconter? Avant même que naissent les premières manifs pour tous, on s'était dit que ça allait être compliqué, cette discussion-là, et que ça allait être compliqué notamment parce qu'on n'avait pas beaucoup de personnalités pour venir nous défendre au premier plan. Il y avait assez peu de Oui. personnalités gays ou lesbiennes out, donc on avait fait une tribune dans Le Monde en juin 2012 pour dire, comme out, selon le mot d'Harvey Milk, sortez du placard. Sortons même du placard. Zéro écho. C'est-à-dire, enfin, gros écho, la tribune est lue, Oui. elle est dans Le Monde, elle est publiée, tout ça, c'est bien, mais je veux Mais dire, personne saisit personne la perche, quoi. n'enclenche. On réessaye ensuite en disant, en essayant de contacter directement, en fait, ou d'en parler directement. J'ai eu des discussions directes avec des personnalités. On a besoin de soutien. Là. Ça va tanguer, ça va être dur. Ça change complètement quelque chose si vous incarnez ça. Parce que le problème, c'est que les insultes et tout ça, c'est beaucoup plus simple à faire quand on a l'impression que c'est très abstrait, qu'on n'a personne en face de Mm. soi à qui ça s'adresse directement. Alors que si vous êtes sur un plateau ouvertement lesbienne, en face, ils vont, et moi je l'ai vécu, ils vont un tout petit peu plus hésiter à vous envoyer dans la tête leur réflexion générale sur la PMA hyper discriminante. C'est pareil à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'on a cruellement manqué de députés, il y en avait quand même, bravo à eux ce qu'ils ont fait, mais out à ce moment-là, et parce que vu les propos parfois terribles qui ont été tenus, ça aurait pas été la même s'ils avaient en face d'eux plusieurs Mm. justement. Bon, et ça a été très compliqué, c'est-à-dire que non, le coming out, alors que dans tous les autres pays, moi que je connais, il y a eu des coming out quand il y a eu des discussions sur le mariage pour tous. Il y a des personnalités qui se sont dit c'est notre rôle d'intervenir. En Irlande, par exemple, il y a une présentatrice télé très connue, Ursula Le Guin, qui a au moment des discussions sur le mariage pour tous fait son coming out, dit je suis lesbienne et je crois que c'est ma responsabilité de le dire.
En France, c'était peanuts. On n'a rien eu. Personne n'a fait son coming out. Et c'est trop intéressant parce qu'en Espagne, tu dis, il y a des vagues de coming out et du coup, maintenant, c'est hyper normalisé. Parce que forcément, une fois que t'es star, bah, on va moins te reprocher, entre guillemets, d'être lesbienne, quoi. Alors que si t'es bah, Madame Lambda, employée, ouvrière, peu importe, bah, tu te le prends beaucoup plus violemment dans la tronche au quotidien, quoi. Ouais, c'est aussi ça, les questions de représentation, c'est-à-dire que c'est aussi et la question d'assumer une responsabilité aussi, c'est qu'effectivement, parce que moi, on me dit souvent: «Mais écoute, ils font ce qu'ils veulent, tu pas de quel droit tu les critiques?» Parce que c'est vrai que j'ai des mots un peu durs pour les personnalités qui mais Mmh. moi, je trouve quand même que c'est une responsabilité. C'est-à-dire que quand on bénéficie, d'un certain niveau de vie, dans la société et de pouvoir, c'est exactement ce que tu dis par rapport à d'autres qui, au contraire, sont sous des, mécanismes de domination bien plus forts. Il y a une petite responsabilité à le faire, quoi. Oui, à la fois, moi, je comprends très bien l'argument de c'est ma liberté perso et puis c'est aussi un boulot, une charge et de s'exposer aussi, Ouais. forcément, de mettre sa carrière à risque, et cetera. Donc individuellement, je juge absolument pas, mais effectivement, de se dire que collectivement, dans le paysage, il y a quasiment personne. OK, il y a eu Amélie Mauresmo ou 2-3 personnes, mais vraiment pas grand-chose. Alors que dans d'autres pays, bah, ça vient par grappe et du coup, maintenant, c'est complètement, accepté. Ouais, c'est Ça veut dire voilà, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire, c'est individuellement, bien sûr, OK, mais c'est juste que ça nous raconte certainement quelque chose sur la société française. ouais. Voilà. Alors on a parlé de lesbianisme, maintenant on va parler de ton autre casquette, même si évidemment elles sont liées sur le féminisme. Tu milites avec le collectif, La Barbe où, vous déboulez au milieu de réunions de directeurs où il y a que des hommes, très souvent, très écrasante majorité. Est-ce que tu peux nous raconter, une action, de La Barbe, vécue de l'intérieur? On repère d'abord, une cible, on va Ouais. voir que tel ou tel événement, n'a invité, que des hommes. On se débrouille d'abord pour avoir des tickets. Une fois qu'on s'est inscrite, on va d'abord écrire un texte, en fait, qui est destiné à être lu sur scène au moment où on va, qui est un texte de félicitations pour féliciter ces messieurs de résister si fort, à la féminisation de leurs instances, de tenir bon, d'être le fer de lance du patriarcat et de continuer à se Mmh. réunir entre eux, plutôt que de céder aux sirènes de la modernité. Ouais, Voilà. c'est très sarcastique, Voilà, extrêmement sarcastique. Donc pour retourner un peu comme ça les choses, le on rapport de vient pas force. on vient pas avec un comportement d'opposition, il y a un comportement de on vous félicite de manière très ironique. Et après, ben alors là, c'est le grand jour de l'action qui est toujours un peu. Moi, j'en ai fait des dizaines, des dizaines et des dizaines d'actions de la barre et je suis toujours très tendue. La nuit d'avant, le matin qui va de l'action. Et puis vient le grand moment où c'est sur scène, on doit d'abord se fader en général le discours pas toujours hyper stimulant et où on choisit de monter sur scène. On a dans notre poche nos barbes fabriquées donc avec du tissu de moquette qu'on fait nous-mêmes. Ça a pris beaucoup de temps pour trouver la bonne configuration, Matière. en fait, voilà, ce qui tient bien ou pas, ce qui va pas quand on parle ou on lit le track, nous faire avoir des poils de moquette dans la Les bouche. tests devaient être très Voilà, les longs. tests, il y a eu vraiment pas mal de prototypes avant que ça puisse être validé et qu'on glisse dans nos poches et hop, au moment voulu, on monte sur scène avec nos fausses barbes et ça crée en général un gros moment de trouble et c'est voulu, c'est-à-dire que les gens ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. D'ailleurs, on a eu des réactions style c'est quoi? C'est même pas qui, c'est quoi? Ils ne comprennent plus trop femmes, Ouais. hommes, il y a vraiment toute une histoire de trouble dans le genre et puis finalement ils comprennent. Et le but en fait, c'est d'être en miroir, 2 sur scène, par exemple 5-6 hommes qui vont être assis, en général c'est ça la scène, 5-6 hommes qui sont assis autour d'une table ronde et qui discutent et nous derrière, avec nos barbes et avec nos panneaux qui disent splendide, bravo, pour, et c'est la première étape, je pense, du militantisme, rendre visible l'entre-soi. C'est-à-dire que si on compte pas, si on rend pas visible, toutes ces réunions-là, avant, elles passaient comme ça, personne ne se Mmh. rendait même compte. C'était pas une donnée, en fait, de dire, en fait, eh oh, ils sont que entre hommes, là. Donc là, c'est déjà ça. Et puis après, évidemment, bah, le but est qu'il y ait un changement dans ces pratiques-là. En général, il y a beaucoup de déni, alors qu'ils sont vraiment là. Hein. Ils sont là tous les 6, tous les 10, en disant, non, vous vous trompez de cible. Nous, on adore Mmh. les femmes. C'est pas du tout ça. C'est sous leurs yeux qu'ils sont comme ça. Et la réaction, évidemment, de dire on adore les femmes, de tout de suite, en fait, placer les femmes sur le plan de l'affectif, de Mmh. l'émotionnel. Non, mais très bien, On s'en fout. l'adoration, mais on n'est pas là, en fait. On n'est pas là dans les instances de pouvoir. Ouais, bah, ça en dit long aussi sur, effectivement, on parlait d'hétéronormativité tout à l'heure et un moyen d'agir féministe que j'ai découvert avec toi et qui a fait beaucoup polémique, c'est de privilégier, par exemple, la culture, faite par des femmes, donc que ce soit la musique, les livres et dans ton livre, tu écris: «Je ne lis plus de livres des hommes, je regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique.
j'essaie du moins, et t'expliques, j'ai, comme d'habitude, coupé des petits bouts en espérant, tu me dis si ça change l'esprit. Les productions des hommes sont le prolongement d'un système de domination. Ils ont déjà infesté mon esprit, je me préserve en les évitant. Commençons ainsi, et plus tard, ils pourront revenir. Et donc, en gros, on t'accuse de te couper de la moitié des œuvres de l'humanité faites par des hommes, alors que pendant toute notre vie, on t'a privé des œuvres de la grande majorité des femmes, quoi. Ouais, non, c'est ça. Personne s'est offusqué que, en revanche, qu'on continue à faire ingurgiter absolument que des œuvres d'hommes. C'est marrant, je le disais là, les cinémas viennent de réouvrir et je me disais, tiens, j'ai 2 gros cinémas à côté de chez moi, voilà, et je me disais, ah, je vais aller voir, je regarde quand même pour aller voir un film de femme, justement, je regarde. Mais franchement, il y avait une possibilité. Et le reste, c'était que des films d'hommes. Même si j'avais voulu, je répète, et je pense que les gens ne mesurent pas, en fait, que, Le à quel déséquilibre. point c'est là, c'est présent. Et quand on me reproche, c'est quand même de dire oh là 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 là, vous voulez supprimer une partie de l'humanité. Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est-à-dire que même si je continue à lire que des livres de femmes, et ce qui n'est pas complètement le cas en plus, comme je le dis dans le livre, pendant 10 ans, je vais jamais rattraper le Bah oui. déséquilibre qui a été forgé par des années de scolarité en France, des années d'université, des années d'écouter les conseils des critiques littéraires qui me recommandaient en général que des hommes. Donc, c'est pas comme si je les connaissais pas, sinon je ferais pas ça. Je veux dire, je la connais bien, la littérature écrite par des hommes. Je la connais par cœur. Elle est mon socle. Elle a été vraiment tout le logiciel sur lequel on m'a éduqué. Enfin, ce qui devrait quand même fâcher et mobiliser, c'est le fait qu'on continue dans les programmes scolaires, dans les émissions médiatiques, culturelles, à privilégier les œuvres des hommes, voire à les sélectionner uniquement. Mm. Enfin, le problème, il est là, c'est pas l'inverse. Moi, en plus, que je choisisse moi individuellement de dire ça, en plus, je le fais pas, c'est absurde, c'est pas pris comme c'est pas un systématisme. Mais en revanche, je pense qu'il faut que ça soit un peu volontariste. C'est-à-dire que si on se laisse comme Bah oui, il ça faut en avoir conscience. aller, on va tout. Voilà, exactement. Il y a une prise de conscience. Je citais l'exemple du cinéma là. Si je faisais pas gaffe, mais je finirais par ne voir pratiquement Mm. en grande majorité que des œuvres d'hommes. Ouais. C'est donc bien sûr que ça demande une petite réflexion et de se dire bah non, en fait, je vais pas faire comme ça. Ouais, pour moi, Et ça ouais. fait beaucoup écho à l'interview que j'ai faite, que tu connais bien avec Lorraine Bastide sur effectivement l'invisibilisation des femmes, et que statistiquement en France, les hommes ont 3 fois plus de temps de parole dans les médias, ou que par exemple sur les noms de rues, à Paris par exemple, c'est 4% des rues seulement qui sont des noms de femmes. Et donc ça en dit très long sur qu'est-ce qui a de la valeur dans l'héritage, dans ce qu'on retient dans notre histoire, que ce soit les sciences, les arts ou autres, quoi. Voilà, et ce qui en dit vraiment aussi très long, c'est que malgré tout ça, malgré toutes ces évidences, mais moi, on m'a trucidée pour dire ça, quoi. Comme Mais si c'est donc c'est vraiment, on voit à quel point c'est difficile comme combat, parce que malgré tout ça, malgré tout, voilà, c'est chiffré, c'est tout ça. Non, si on dit ça, je voulais faire, et je cite des mots qui m'ont été posés dans les médias, un génocide moral, une fatwa culturelle, je voulais supprimer les hommes. Donc c'est dire à quel point la résistance est grande, hein, et que c'est un système assez bien organisé. mais c'est ce que je te disais juste avant de commencer l'interview, que avant de lire ton livre, je me disais, je voyais sur Twitter que tu te faisais mais incendier de manière, j'étais ah, ok, elle a dû dire des trucs vraiment choquants, et j'avais l'impression que voilà, tu voulais la mort de tous les hommes, et quand j'ai lu ton livre, j'étais là, ça vous, enfin, en fait, par rapport à la violence que les femmes et les lesbiennes se prennent dans la gueule tous les jours, le fait de juste se dire, ok, pendant un certain temps, je vais privilégier les œuvres de femmes. Enfin, moi je me dis, enfin, le jour où il y a du militantisme beaucoup plus violent, Oui, non, ils sont et pas en prêts, plus c'est sûr. surtout, je trouve que c'est vraiment dégueulasse, parce qu'il y a énormément de gens qui, voilà, c'est assez classique, ont déformé tes Complètement. propos et les Ah, ont mais caricaturés à l'extrême. Et absolument. Mais ouais, c'est assez classique, mais après, c'est quand même plus facile dans sur une minorité. voilà, sur une minorité. C'est ce que elles ont moins souvent accès aux médias, à la parole, à produire des œuvres. Bah, c'est Ouais. moins connu. Il y a plus une ignorance. Donc, franchement, l'ignorance, c'est un terreau pour la fabulation, parce que du coup, il n'y a pas en face des gens qui vérifient, qui peuvent se défendre. C'est pas bien connu comme sujet et tout ça. Donc, ils racontent absolument n'importe quoi. Et là, c'était un signe de ça aussi, le fait qu'ils se permettent autant, mais vraiment de déformer, c'est délirant, hein. Moi, j'ai même eu Dont plein de bons journalistes, ouais, de très journalistes, des d'auteurs journalistes de qualité. d'autrices qui sont très reconnus, je vois. Il y a la psychanalyste Elisabeth Rodinesco, elle écrit un livre, elle me cite, mais elle me cite mal. C'est-à-dire que
là où j'avais écrit, je me ferais un plaisir de titrer sur les hommes, pour dire que je ferais bien des titres qui mettraient en cause, de journaux qui mettraient les hommes. Elle transforme en je me ferais un plaisir de tirer sur les hommes. Donc évidemment, ça n'a pas le même sens, comme si je voulais effectivement. Et on lui fait C'est pas mal cité, là. c'est volontairement déformé. Et j'ai appris qu'une journaliste lui avait fait remarquer en disant mais Alice Coffin n'a jamais écrit ça, pourquoi vous dites ça? Elle fait si, la bonne citation, elle répond, Elisabeth Rodinesco, la bonne citation, c'est dans mon livre. Donc là, je ne sais plus quoi, si c'est carrément eux qui connaissent mieux mes citations. Donc c'est dire en fait le degré. Mais cette anecdote, je la raconte parce que je pense que pour eux, ça raconte aussi des espèces de fantasmes, de penser, disons, de vraiment voir les lesbiennes comme des tueuses d'hommes. Donc il faut que ça colle à cette réalité-là. C'est ça aussi que ça raconte. C'est pas juste de la déformation, c'est vraiment que ça vient coller à la lesbophobie primaire qui voit, selon une phrase qui avait été dite par un évangéliste aussi, les féministes comme des femmes qui vont voler nos femmes, manger nos enfants, transformer. Il y a cette espèce de grande peur des féministes. Ouais, justement, est-ce que tu peux développer sur, j'ai plus la citation exacte, mais pourquoi tu penses justement que les lesbiennes sont la plus grande menace pour le patriarcat? Alors d'abord parce que j'observe à quel point justement la résistance est forte en face, et à Ouais. quel point on sort franchement les armes pour essayer de nous faire taire. Et aussi parce que assez logiquement, être lesbienne, se dire lesbienne, ça vient saper un des les fondamentaux de la société qui et le patriarcat. C'est-à-dire que moi, quand je dis c'est la plus lourde menace justement contre le patriarcat, c'est parce qu'il repose quand même sur la figure centrale d'un homme, d'une séparation entre les rôles d'hommes et de femmes, et de l'hétérosexualité, tout ce que les lesbiennes mettent à mal comme procédé. Donc à partir du moment où effectivement ça se dresse comme ça, c'est bien plus large en fait qu'une question d'orientation sexuelle. C'est vraiment, ça remet en cause les fondements sociaux sur lesquels sont bâties nos vies. Et effectivement, depuis des années, il y a des gens qui, du coup, soit sont ouvertement homophobes ou lesbophobes, ou plus au niveau institutionnel, effectivement, il y a des gens qui peuvent se battre pour empêcher aux femmes lesbiennes d'avoir des enfants. Mais j'avoue que tu viens d'expliquer en partie, mais moi j'ai du mal à comprendre pourquoi ça les dérange autant alors qu'ils pourraient juste dire bah c'est pas ma manière de voir le monde, mais en fait ça me concerne pas quoi. Enfin c'est Ça les dérange autant aussi parce que c'est encore une fois, c'est remettre en cause l'air dans lequel ils ont respiré depuis, toujours. C'est-à-dire que ça formate vraiment tout. C'est quelque chose qui s'est infiltré, qui a infusé, partout, ce genre de modèle-là. Donc c'est très violent quand on le remet en cause parce que c'est remettre en cause vraiment les fondements, quoi. ça veut dire quoi pour toi le génie lesbien? Ça part d'un constat, le génie lesbien que je retrouve, alors qu'on avait tout fait pour bien me le cacher. J'ai Ouais. découvert que les lesbiennes étaient au premier plan d'énormément de luttes sans qu'on l'ait jamais tellement dit. On n'insiste pas du tout sur le fait. C'est-à-dire que je ne savais pas, moi, que chez les suffragettes, ben voilà, il y avait aussi évidemment les lesbiennes étaient fort bien représentées. Au MLF, Mouvement de libération des femmes, n'en parlons pas. Ouais. En France, dans la lutte contre le sida, dans la lutte contre Ok. le nucléaire, dans les mouvements de la paix. Pourquoi est-ce qu'on retrouve comme ça ces militantes lesbiennes vraiment en première ligne? C'est que je crois fondamentalement que le parcours individuel qui amène une femme à être capable de dire à la face de cette société-là, qui est aussi patriarcale, aussi sexiste, aussi homophobe que ça, je suis lesbienne, ce parcours-là, il permet de développer, il forge certaines qualités, certaines facultés qui après vous rendent plutôt doué à aller mener la lutte dans d'autres sphères que votre Qui sphère vous concerne individuelle pas et le fait d'être forcément lesbienne. directement. Exactement. Et je pense que c'est juste ça qu'on retrouve. C'est-à-dire que c'est tellement lourd encore, c'est tellement compliqué et encore dans la société par rapport aux lesbiennes que quand on a cette force-là, quand on l'a développée et quand on a agi là-dessus, quand on a fait cette démarche-là, on est prête pour pas mal d'autres combats en fait. Ouais, tu disais un autre exemple aussi que 2 des 3 cofondatrices du mouvement Black Lives Matter Ouais, s'identifient comme queer absolument. ou la révolte lycéenne de Parkland contre les armes à feu, donc Absolument. vraiment rien à voir avec ton orientation sexuelle. Et ça, ouais, je trouve ça génial de mettre en lumière cet héritage lesbien et qu'on ne connaît pas, et qu'effectivement, ça, pour moi, ça boucle un peu la boucle avec le fait que, bah oui, en fait, être lesbienne, c'est beaucoup plus que du porno et Absolument. que enfin, même elle joue un rôle essentiel dans l'histoire, quoi. Et je connaissais pas ce mot. C'est quoi pour toi le lesbianisme?
Alors, on parle souvent de lesbianisme même politique. Bah, Oui. c'est une manière de dire que être lesbienne, c'est pas du tout cantonné à une orientation sexuelle, à savoir avec qui on couche, mais c'est aussi un système de pensée et de pratique politique, pour toutes les OK. raisons qu'on a évoquées. Voilà, c'est vraiment de dire ça ne se cantonne pas à ça, que évidemment la société étant construite telle qu'elle est, à partir du moment où vous dites que vous ne, en gros, vous n'avez pas choisi de passer votre vie avec les hommes, c'est une politique. Aujourd'hui, tu es élu écolo au Conseil de Paris. Alors pour info, la politique est arrivée, après avoir écrit le livre, un peu par hasard apparemment. Est-ce que, là où tu es, tu l'impression d'arriver à faire bouger les lignes? Ouais, beaucoup plus que ce que j'escomptais et beaucoup plus que ce qu'on nous fait Ouais? croire, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que maintenant, je me méfie énormément du discours qui consisterait à dire, que souvent même les militants et les militantes reprennent, «C'est complètement vain d'aller en politique, ça sert à rien, de toute façon, mieux vaut, privilégier d'autres terrains». C'est pas Ouais. vrai et je pense qu'il y a un intérêt à construire ce discours-là pour éviter que certaines personnes justement s'engagent en politique. Moi, je l'ai vu très rapidement, ça fait un changement énorme. Genre En concrètement, tu bah, quelque chose en tête ou? bah, tout le temps quoi, enfin au Conseil de Paris, sur la question de Christophe Girard qui était adjoint, à la culture, alors qu'on connaissait ses liens de proximité avec, l'écrivain pédocriminel Gabriel Matzneff. Personne n'allait rien dire quoi, ça allait se passer, comme ça, Ouais. et qu'il a fallu, réagir, de la même façon que Adèle Haenel avait réagi contre Polanski. C'est-à-dire que sinon, enfin, en fait, les événements, ils arrivent, comme ça et c'est un système qui les autorise et je pense Ouais. que les lesbiennes ont cette faculté aussi de rupture, de pas avoir De peur. taper du poing sur la table Voilà, de et rompre, ce petit décorum et ce petit théâtre-là du patriarcat. Le plus récent, c'est ils avaient décidé au Conseil de Paris d'attribuer une place à Claude Coasguen, dont pourtant, ancien maire du 16e et député, enfin homme politique français, qui, bah, fait énormément de déclarations, qui pouvaient, relever, du sexisme, de l'homophobie, du racisme et tout ça et voilà, moi je m'y suis opposée en parlant, mais parce que c'est l'expérience militante aussi, c'est l'expérience de pas laisser passer et de savoir qu'on a toujours des outils en fait heu, de contradiction à notre disposition. Et puis après, ça c'est dans s'opposer à certaines structures de domination. Il y a tous aussi ce qu'on peut apporter en tant qu'élu, avec cette vision-là, en constructif. C'est-à-dire que essayer que l'argent public, par exemple, n'aille pas toujours aux mêmes. C'est-à-dire que, quand on parle de toute la le fait que les œuvres culturelles, toute notre discussion sur le fait que ce soit les hommes qui les produisent et tout ça, bah, derrière, il y a aussi des questions d'argent, hein, de bah, c'est clair. financement. Donc, moi, il y a un truc sur lequel j'ai pas accès à je peux pas réorienter tous les financements de la société. En revanche, en tant qu'élue au Conseil de Paris, je peux réorienter, et elles sont nombreuses, les subventions publiques, accordées aux institutions, culturelles, aux festivals, en regardant et en disant: «Bah, non, on va pas donner des subventions, par exemple, à des gens qui ne programment que des hommes». Au-delà des œuvres culturelles, de réfléchir à chaque fois, quand on fait un investissement public, qui en bénéficie? Est-ce que ça va être encore, par exemple, quand c'est des équipements sportifs, scolaires, est-ce que c'est plutôt, que les petits garçons? Ou est-ce que ça peut aussi aller vers les petites filles? Donc et cetera. Donc le pouvoir d'action, ouais, il est grand. Pour cette dernière partie, l'émission s'appelle «Soif de sens». On va parler, ta quête de sens. Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie? Ouais, beaucoup l'activisme, hein, et parce qu'aussi c'est évidemment pas qu'une lutte, c'est aussi, de la joie, des amitiés, des amours, de l'émotion. Donc je moi, c'est beaucoup l'activisme qui donne du sens à ma vie, ouais. Et comment ton rapport au sens, il a évolué, avec le temps? Je pense qu'on va vers une quête de sens un peu plus déconstruite à chaque fois. C'est-à-dire qu'au départ, bah, quand on est enfant, on est aussi beaucoup tributaire, des visions, qu'on nous impose, Ouais, par la télévision, par, des modèles nos parents. familiaux, on est très, soumis à ça et qu'après évidemment, c'est une ouverture, des, possibles aussi. C'est déchirer un peu tout ça et puis, aller, comprendre, ce qui fait sens pour nous-mêmes, quoi. Est-ce que tu aurais un message à adresser aux femmes lesbiennes qui peuvent nous écouter? Bah non, mes messages, mais venez rejoindre les rangs de l'activisme. En plus, on rigole bien. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a aidé pour plein de choses, en fait, l'activisme par ailleurs. Ou si vous le sentez, venez vous engager en politique. On a besoin de renforts, vraiment. Mais là, je ne nie pas que c'est un peu compliqué quand même, mais venez. Je suis très heureuse juste d'avoir fait cet entretien et qui était super bien préparé. Donc, merci beaucoup. Merci. Si toi aussi qui nous écoutes, ça t'a plu, bah, je te conseille, tous les épisodes de Soif de sens sur le féminisme, le sexisme et la charge mentale avec des femmes, passionnantes. Et si tu veux plus d'épisodes avec des militants badass comme Alice,
bah, abonne-toi et parle de cette émission, partage cet épisode sur Instagram. Ça m'aide beaucoup. Et tu gagneras peut-être le livre d'Alice, Le génie lesbien. Et on m'a aussi offert du coup le livre Ah Sororité oui, oui. de Chloé Delhomme sur la sororité que je vous fais gagner aussi. Ciao tout le monde, merci beaucoup Alice. Merci beaucoup.